On va danser un peu. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Là, je la mets pour que peut-être 3 personnes, 4 maximum. Les 3 premières, je leur demande, je leur suggère de danser ça. À la 4e personne, c'est par compassion que j'enverrai cette chanson. Alors, je vais demander au président Fachi Chilombo d'amour, de danser un peu. Ça fait des années qu'il n'a pas dansé. Ça fait des années qu'il n'a pas eu le cœur à la danse. Fachi, binaka moi, papa. Peu importe comment, ce qu'on bête en ndenge ya mutuashi. Ce qu'on bête en ndenge ya nyangwe ya bashi. Ce qu'on bête en ndenge ya mundaba ya bahavu. Ah, betara nengo lingi. Mais danse. Ça, je vais demander à Madame Thérèse Kayikwamba de danser aussi un peu. Je sais que maintenant, comme vous portez un bébé à bord, vous êtes un peu difficile, mais danser, c'est bien mérité. Vous avez mené des batailles ultra dangereuses et épuisantes. Dansez un peu. Ça va vous faire du bien. Haryana Veras, je vous demande de danser. Dansez un peu. Parce que vous êtes jeté dans cette arène où les combats sont féroces. Et vous le faites bien. Et maintenant, par compassion, par pur humanisme, je vais demander à Nyamui Sisi, le Rwandais Kagame, de danser un peu. Ça lui en prend. Il va craquer pour rien. Pourquoi j'ai subitement cette compassion pour Nyamui Sisi? Vous vous rendez compte, vous êtes empereur. Que ce soit un empereur autoproclamé ou non, mais vous êtes un empereur. Et du coup, l'empire se désagrège devant vous. Et du coup, sans empire, vous n'êtes pas empereur. Et tout ce monde qui se croyait vivre dans l'empire, pendant 30 ans, ils miroitaient, voyaient sur les écrans leur puissant empire qui part d'une côte à l'autre du continent. Et voient que l'empire était plutôt des chimères vendues, quasiment des châteaux en Espagne qu'on leur a fait miroiter. Alors, l'empereur déchu, peut-être qui a régné dans un empire qui n'a jamais eu lieu, se retrouve mal pris. Et c'est en ce moment-là que je sens mea culpa. Je sens mon cœur fendre. J'ai presque des larmes aux yeux pour la Kagamistan. Je voudrais que quand Chilombo va danser à cette belle mélodie, que quand Maman Kayikwamba va danser à cette belle mélodie, quand Maman Haryana Veras va danser à cette mélodie, que ces 3-là puissent être de cœur avec moi, par compassion. Pensez à Nyamui Sisi et ceux qui ont cru en lui, en sa lutte pour l'Empire. Mais je l'ai dit, vous savez que c'est une ironie, c'est du
sarcasme, comme on dit, je n'ai aucune intention, et peut-être je n'en aurai jamais, de pleurer pour Nyamwisi Kagame. Je n'aurai jamais de compassion pour lui après qu'il ait infligé cette douleur atroce à ma patrie. Aujourd'hui, il pleurniche parce que le phare de ces nouvelles formules, donc formule Tshisekedi, il pleurniche parce que la RDC, nouvelle formule, donc la formule Tshisekedi, inflige des douleurs à la Kagamistan. Moi, je ne peux pas en pleurer. Je ne peux que m'en réjouir. Les Rwandaises et Rwandais n'en peuvent plus. Ils ont vu leur empire nous arracher de force sous Chilombo, sous le pouvoir de Chilombo. Agglomération à agglomération, village à village, ville à ville, jusqu'à aller à Minembwe. Ils ont fait toutes ces chansons que vous connaissez, que je ne vais pas reprendre aujourd'hui. Et encore, comme par magie, ils n'ont pas vu ça venir. Il y a rebobinage. Chilombo commence à gagner du terrain. Une armée qui vient de forger à peine se fortifie et les repousse. La gros fameuse RDF, la force rwandaise, cette machine de guerre redoutable. Les chiens de Sarambois commencent à courir, à se sauver, leur queue entre leurs longues et squelettiques jambes. Avec tout ça, vous entendez les Rwandaises et les Rwandais s'en plaindre. Comme on dit qu'un malheur n'arrive jamais seul, et surtout qu'un malheur ne passe sans qu'un autre n'arrive, qu'est-ce qui leur arrive? Il y a des sanctions qui tombent. Cette fois, on commence à toucher des vrais. Pas quand on nous avait dit qu'on a sanctionné Willy Ngoma. Qu'est-ce qu'il vaut? Pour qui? Willy Ngoma n'avait même pas un petit compte dans le Rwanda, ce Rwanda natal. Et alors, le sanctionner, ça donnait quoi? Ça donnait rien. Mais là, des vraies sanctions commencent à tomber. Et au lieu que Nyamwisi Kagame se la ferme, il continue à parler. Et en ce moment-là, Tshisekedi très tranquillement, il est en train de reconstruire son pays, de renforcer ses institutions, et il parle moins. Et quand il parle, il s'adresse plutôt à son propre peuple. Kagame, lui, ne parle jamais à son peuple. Il ne fait que lancer des jetons à Tshisekedi et aux Congolais. Maintenant, il commence à s'en prendre à qui? À Donald Trump. C'est lui qui est en train de faire ce qu'il fait là-bas au Moyen-Orient, là. C'est lui qui fait ce qu'il fait en Ukraine. C'est à celui-là que Nyamwisi s'en prend. Ah, en tout cas, même si la grenouille voudrait prendre la taille de l'éléphant, mais je pense que c'est quand même trop. Nyamwisi veut prendre la taille d'un lion. C'est complètement dingue. Et voilà, les sanctions ont frappé son pays. Nyamwisi, tais-toi maintenant. Parce que si tu oses encore dire un mot,
Ah oui, tu l'as dit, hein? Tu as encore dit un mot hier. D'autres sanctions arrivent. Donc, Trump, là, c'est un kamikaze. Il s'en fout. C'est un bandit. Je vous avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi Trump est comme ça. Aux États-Unis, il y a le Bronx, dans New York. Hein? Dans l'État de New York, il y a une partie qu'on appelle le Bronx. C'est les durs des durs qui sont là-bas. La canaille de noirs, là-bas. Mais face à ça, dans le même New York, il y a Queens. Queens, c'est là qu'est né et a grandi Trump. C'est là où se trouve la canaille des Blancs. Donc les deux communautés se font face. Ces deux communautés non avantagées. Les Noirs dans le Bronx et les Blancs dans Queens. Mais bien entendu, les Blancs qui sont du côté Queens, qui sont dans du dur eux aussi, sont bien meilleurs dans la qualité de vie que ceux qui sont à Bronx. Mais les deux s'affrontent et se disputent du pain. Le père de Trump travaillait dans l'immobilier, c'était un développeur de projets immobiliers. Et il allait construire partout jusqu'à construire les agglomérations qui sont dans le Bronx. Il voulait que son fils Trump, Donald Trump, vienne là-bas travailler chaque jour. Mais il ne le prend pas à bord de son camion. Il ne le prend pas avec lui. Il part et le fils doit marcher pour venir là-bas. Oh, Trump était squelettique plus que Sisi, où ils étaient égales. Trump n'a jamais lancé un coup de poing, il devait apprendre à lancer un coup de poing. Il avait une peur bleue de traverser. Lui-même, il dit comment il devait faire le dur, se donner des airs solides, même s'il est squelettique, pour passer. Alors, ces bandits du Bronx, quand ils voient ce blanc squelettique qui marche de manière intimidante et qui entre dans le Bronx, ils se disent, mais non, celui-ci n'est pas seul. Certainement, il doit y avoir des gens qui sont derrière lui et qui sont en train de nous guetter. Sinon, ils n'oseraient pas le faire. Sans l'attaquer, ils vont juste commencer à le regarder avec des airs menaçants et il passe. Dans lui, là, il est presque en train de se chier dessus de peur jusqu'à ce qu'il arrive au chantier de son père. Son père dit, ah, tu es là? Oui. Comment tu t'en es sorti? Ah, je suis un dur, moi. Hein? Et son père riait parce qu'il savait que ce n'était pas un dur. Mais aussi, ce qu'il ne savait pas, Trump, c'est que son père arrangeait le tout. Parmi les durs du Bronx, il en choisissait 3-4 qui sont à sa solde et qui vont être dans un coin ou l'autre, ils ont un mot d'ordre. Vous l'observez sans qu'il ne sache que vous l'observez, vous le protégez sans qu'il ne le sache pour qu'il passe jusqu'ici. Et en ce moment-là, il n'y a personne qui pouvait le toucher parce que les gens, les bandits attendent de voir si les 4 canailles là vont se jeter sur lui, puis ils le regardent. Alors personne d'autre ne peut toucher. Il passait comme cela. Trump, quand il fait des choses, il ne pense pas aux conséquences. C'est ainsi que vous allez le voir tuer le général iranien, qui est celui qui était le chef d'état-major général des armées iraniennes, Qassem Soleimani, il l'avait tué. Il a saisi Maduro dans son pays, Venezuela. Il a attaqué la Syrie pour mettre un terroriste au pouvoir, pendant que les Russes avaient déstabilisé le pays. Il s'en fout, lui, Trump.
Et là, il s'attaque maintenant à l'Iran. Et vous voyez ce qu'il fait. On peut dire pourquoi la Russie et la Chine, qui sont des amis de l'Iran, ne viennent pas à son secours. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Ils prêtent des moyens, ils vendent des moyens, ils donnent des moyens de défense à l'Iran. C'est tout ce qu'ils peuvent. Pourquoi ils ne peuvent pas venir? Parce qu'ils n'ont jamais construit des armées pour aller défendre leurs intérêts loin de leurs frontières. Ils n'ont jamais construit des armées comme ça. Pendant que les États-Unis, eux, ils n'ont fait que ça depuis la construction de leur petit État de l'indépendance des États-Unis. Ils n'ont fait que ça. Alors, même si les États-Unis sont un peu déplumés ces temps-ci, il n'y a pas un pays qui peut aller loin, projeter sa puissance comme les États-Unis le font. Est-ce pour autant dire que les États-Unis peuvent s'en prendre à la Chine et s'en sortir? S'en prendre à la Russie et s'en sortir? Pas nécessairement. Ils doivent utiliser des proxys, comme ils utilisent des proxys Taïwan contre la Chine, les Philippines contre la Chine, et des Chinois de la province, là, comment on appelle, la province occupée par le peuple chinois qu'on appelle le Ouïghour. Xinjiang, je pense. Ils utilisent contre la Chine pour créer de l'instabilité intérieure à la Chine. Ils utilisent l'Ukraine, qui est en train de saigner à blanc quasiment, pour affaiblir la Russie. Le seul moment où les États-Unis peuvent réussir par des actions contre la Russie et la Chine, c'est en soudoyant les généraux comme ils ont fait au Venezuela, comme ils en ont fait en Syrie et tant d'autres pays, comme ils avaient fait chez Kadhafi, en Irak. On avait acheté tous les généraux et d'autres personnalités. Ils ont lâché ce qui est au pouvoir. Alors, le jour que nous aurons des Russes comme cela, des Chinois comme cela, ces deux pays vont dégringoler. Aussi longtemps que les États-Unis ne sont pas encore, les États-Unis, eux aussi, sont... OK, je ne veux pas parler de mal des États-Unis qui sont en train de nous aider quand même. Ils nous aident à protéger leurs intérêts. S'ils réussissent à protéger leurs intérêts chez nous, c'est que nous allons en tirer le bénéfice de la même manière que Niamou ici, pendant ces 32 dernières années, son pays a profité du soutien que lui apportaient les États-Unis et l'Occident au complet pour s'établir et être ce que le Rwanda est aujourd'hui. Et là, malheureusement, il a oublié tout cela. Il se croyait puissant. Il commence à s'en prendre, à chier sur la main qu'il a nourrie et s'en prendre à un pays comme les États-Unis. C'est là qu'un peu les Congolais se posent la question dans le groupe WhatsApp des Bahav où ils disent pourquoi les États-Unis laissent le Rwanda se comporter comme ça? Je n'ai pas de réponse à cela. Parce que les États-Unis, par leur ambassadeur qui est au Rwanda, ou maintenant juste le chargé d'affaires parce que l'ambassade a été déplacée vers le Kenya, ils peuvent juste prendre, il va prendre le téléphone, il appelle le chef d'état-major général du Rwanda. Il lui dit, il ne va même pas parler à Kagame, le chef d'état-major général, vos troupes ne sont pas au Congo dans 48 heures. Toutes. Mais nous avons du matériel. Nous vous ferons suivre ça après. Sortez. On ne veut pas avoir un seul soldat rwandais ou même un déguisé. Donc le M23, la AFC, on ne veut rien savoir. Donc vous avez 48 heures et ce sera fait. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pour des raisons évidentes. En politique, vous ne donnez rien. Sinon, vous risquez de perdre le pesant d'or que vous avez. Est-ce que les États-Unis peuvent en perdre? Ben oui. Vous n'avez qu'à regarder dans les pays
du Sahel, ils en ont perdu. Ils sont la première puissance, mais ils en ont perdu. Ils ne veulent pas en perdre en RDC. Qui voudrait perdre en RDC? Personne. C'est ainsi que les États-Unis laissent le Rwanda faire ce qu'il fait, afin qu'il continue à recevoir, nous sucer et laisser le Rwanda nous mettre toujours un peu le doigt dans la plaie. Parce qu'aujourd'hui, il y a un jeune qui parle dans notre groupe WhatsApp. C'est un groupe qui a plus de 600 personnes et ça continue à augmenter, hein, des braves de partout. Ce jeune, il dit, parce qu'il y a un village qui avait été reprise il y a quelques jours par les FARDC, et hier, les envahisseurs du M23 AFC ont chassé nos troupes de ce village-là et ils ont repris le village. Alors lui, il a dit, le jeune s'est plaint en disant, mais pourquoi ça continue à être comme ça? Pourquoi il n'y a pas un camp qui va gagner et détruire l'autre pour que nous vivions en paix? Lui, il dit que le Congo gagne, que nous vivions en paix, ou carrément le Congo perd, le Rwanda gagne, nous vivons en paix. J'ai compris les jeunes. D'abord, il y a des gens qui ont profité tant bien que mal du fait que le Rwanda maîtrisait la RDC. C'est soit les gens de leur famille ou leurs amis. Et maintenant que ça s'est révélé que la RDC montre que le Rwanda est maîtrisable, le jeune était mécontent. Du coup, il voit le Rwanda revenir et prendre encore une partie du pays de laquelle nous les avions chassés. Le jeune s'indigne sans mal et il parle comme cela. Ce que je vais lui dire, c'est que s'il n'aime pas sa patrie, il a le choix d'aller au Rwanda et vivre au Rwanda. Mais la majorité écrasante de ce groupe WhatsApp, des Bahavou là-bas, sont des fascistes. Et il y a même ceux qui disent fachi ou rien. Même moi qui suis fasciste, je n'ai jamais dit fachi ou rien. Il y en a parmi eux ceux qui disent cela. Vous vous rendez compte comment Fachi est très très populaire là-bas. Et que le Rwanda est en train de perdre. Mais les États-Unis ne veulent pas tout arracher au Rwanda. Ils donnent des sanctions. Ils veulent que le Rwanda puisse perdre sans toutefois perdre le tout. Ils veulent que la RDC puisse gagner sans toutefois gagner le tout. C'est de prendre du beurre et l'argent du beurre. Se chauffer du chaud et du froid. Mais nous, Congolais, nous n'avions même pas ça. Avant, on n'avait rien. Et le pays était parti. Tshisekedi nous amène où nous sommes. Et peut-être, qui sait, dans les jours qui viennent, et de manière subite comme ça, Tshisekedi va prendre le tout. Et ce sera le jour que moi, je viendrai faire mon tchin-tchin. Je viendrai avec une petite boisson ici, et je vais me régaler devant vous. Pour le moment, je laisse Fachi danser un peu, Mama Kayukwamba et Ariana Veras danser un peu, car ils mènent des batailles que moi je ne mène pas, des combats incroyablement difficiles que moi je ne mène pas, et tout cela pour l'intérêt de nos peuples. Mais pourquoi et comment nous sommes arrivés à ce Rwanda, qu'il en soit ainsi? Si on regarde Israël, le pays qui a attaqué l'Iran aujourd'hui, avec le bras des États-Unis, on compare avec le Rwanda,
est-ce qu'il y a de parallélisme? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Je vais dire vite ce que j'ai écrit. Et on va couper après et j'irai pour une autre vidéo parce que les conspirés n'aiment pas des vidéos trop longues. Israël se crée, va être créé à la suite d'un génocide des Juifs en Europe. Le Rwanda de Kagame, donc la Kagamistan, c'est à la suite du génocide des Rwandais au Rwanda. Alors, de par ce génocide des Juifs, le parti Likoud est créé et au Rwanda, c'est le FPR. Israël va être créé pour les Juifs. Le Kagamistan, je ne veux même pas parler du Rwanda, donc le Kagamistan est créé pour Kagame. Pour Israël, il y a un certain Netanyahou qui s'impose. Et le Rwanda, c'est Kagame alias Nyamwisi. Il y a des guerres d'agression et des génocides perpétrés par Israël dans sa région. Rwanda va aussi mener des guerres d'agression et des génocides des peuples de sa région, donc du Congo. Israël est soutenu par le Rwanda et le monde entier, de la même manière que le Rwanda, soutenu par les USA et le monde entier. Je voulais dire, l'Israël a été soutenu par les USA, donc oui, les États-Unis et le monde entier, le Rwanda aussi, les États-Unis et le monde entier. Et puis Israël en arrive à son apogée de la même manière que le Rwanda. Après l'apogée qui s'y suit, c'est le déclin, n'est-ce pas? Alors, comment on vit le déclin d'Israël et du Rwanda? Pour Israël, c'est quand finalement l'Iran va répliquer contre Israël. Et le Rwanda, la RDC, va répliquer. Alors, du coup, Israël se retrouve en mode existentiel et il doit se battre, jeter tout contre l'Iran, sinon il va disparaître. Mais le Rwanda fait la même chose. Le Rwanda se retrouve en mode existentiel. Il doit se jeter à corps perdu contre la RDC, sinon le Kagamistan va disparaître. Donc, le Rwanda de Kagame, pas le Rwanda des Rwandais. Le Rwanda de Kagame, bien entendu. Le peuple israélien n'est pas d'accord avec ce que fait son gouvernement, du tout. Si vous allez au Rwanda, la plupart des Rwandais ne sont pas avec Kagame. Sauf ceux qui profitent et ceux qui étaient dus pour venir prendre la place des dirigeants rwandais actuellement. C'est l'autodestruction d'Israël par lui-même, de la même manière que le Rwanda passe à son mode autodestruction. Ce n'est pas la RDC qui détruit le Rwanda, c'est le Rwanda qui se détruit lui-même par ses actions. Et vous pouvez regarder des vidéos que vous avez aujourd'hui. Vous en avez énormément. Toute personne qui me suit au Conspiratorium a une plateforme ou une adresse Gmail, donc il a YouTube. Vous pouvez regarder les vidéos. Je n'ai pas besoin de vous les reprendre. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Comment l'Iran inflige aussi une douleur à Israël, même si l'Iran est malmené. Vous avez aussi des vidéos de chez nous pour voir comment le Kagamistan est en panne. Nos troupes congolaises avancent et gagnent du terrain. Le Rwanda est en mode survie et peut-être que le Rwanda de Kagame va disparaître, restera le Rwanda des Rwandais.
il y a un début et il y a une fin pour tout. Quand vous avez un marteau en main et que vous vous promenez, probablement vous allez commencer à vouloir frapper sur chaque chose qui bouge, tout ce qui est là. Comme on aime dire en anglais que celui qui a un marteau en main voit toute chose à côté avoir l'air d'un clou. Le Rwanda était devenu ultra puissant, qui ne voyait rien d'autre que le clou sur lequel il faut frapper. Ça finit. Cela ne veut pas dire que les batailles ne vont pas continuer. Nous n'avons pas encore libéré Bukavu, nous n'avons pas encore libéré Goma, et moins encore Kamanyola qui est juste à côté de Uvira, et tant d'autres petites agglomérations. Mais nous y arrivons, petit à petit. Et quand ça va commencer, ça va s'accélérer. Les États-Unis avaient peur que la RDC accélère vite pour détruire le Rwanda. Nous n'avons aucune envie de détruire le Rwanda. Nous ne voulons pas que les Rwandais reviennent encore chez nous. Nous voulons qu'ils vivent chez eux. Alors nous voulons des dirigeants qui peuvent stabiliser le pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de voir, de jauger, de questionner, de mettre à épreuve les dirigeants rwandais. Voir qui va prendre la place de Nyamwisi. Ce sera fait. Maman Tété, je vous ai écouté. J'ai écouté tous vos messages. Je vais reprendre un peu des messages de Maman Tété et je vous laisserai là. Écoutez ce que Maman Tété a dit parce qu'elle suit la plupart de mes publications. To hell. Sanction, sanction, sanction. Seigneur. Ariana wa mulumba mushikan Ariana wa mulumba. Ariana wa mulumba. Hey, 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 hey. Jesus. And anasema, stay tuned. Other sanctions are coming. Hey, merci Seigneur. Enfin. Hey, papa. C'est comme ça que je me sens aussi. Allô, papa Bertrand. J'ai écouté l'émission d'hier, le 1er mars. La madame qui parle, malheureusement, pour elle pense nous faire du mal, mais elle est en train juste de nous faire du bien. Parce que quand on essaie de dire à ces politiciens en soutane que nous avons affaire avec l'ennemi, ils ne nous comprennent pas. Ils prennent Kagame comme s'il était le leader extraordinaire et le leader modèle. Là, je suis encore sous l'émotion parce que la fille a dit que nous agissons toujours sur les émotions. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train finalement de... comment est-ce que je peux dire ça? Elle est en train... comment est-ce que je peux dire? Officialiser au fond. Il est en train finalement de dire tout haut ce qu'ils ont toujours pensé tout bas. C'est justement ce que nous avons besoin parce que leur chef a toujours nié et eux, ils ont toujours nié qu'ils ne sont pas chez nous. Il s'est fait passer pour les Banyamulenge, comme quoi on est en train de les faire souffrir. Maintenant, là, c'est tout. Il est en train de divulguer finalement leurs secrets. Laissez-les parler. Voilà, c'est... Si vous ne savez pas de quoi il parle, là, allez écouter ma toute dernière vidéo et vous allez comprendre. Non, l'avant-dernière vidéo. L'avant-dernière vidéo, allez l'écouter et vous saurez de quoi Maman Tété Kalanga parle là.
audios que nous avons besoin pour prouver au monde, pour prouver à la face du monde comme quoi, voilà, c'est quoi qu'eux disent d'abord? Ils disent il y a les termes là qui sont en train de dire les choses profondes, là, je Les ne sais causes pas c'est profondes. quoi les profonds là qui réclament toujours les dialogues avec les affaires. C'est ça les causes profondes. Elle C'est a eu ça le mot. leurs causes, les causes profondes. C'est ça les causes profondes pour eux. C'est ça. Leur cause profonde, c'est de balkaniser les pays, de faire justement ce que la madame est en train de dire. Parce que ce que cette femme-là dit, c'est exactement ce qui était écrit dans les documents, les fameux documents que je vous ai toujours parlé là. C'était un manuscrit, papa. C'était un manuscrit. C'était bel et bien écrit tout ce que la madame est en train de décrire. Il faut leur donner la bière, il faut leur donner nos femmes, il faut dire à nos enfants, même pendant qu'on est en train de les allaiter, il faut leur dire que nos ennemis, c'est les Congolais. Il faut leur dire que nous sommes les tous et nous allons les dominer. Donc, tout ce que la madame décrit, c'est exactement ce qui était dans la lettre. C'était une lettre circulaire, donc il fallait passer cette lettre-là à tous les Rwandais, Tutsi, à tous les Rwandais Banyamulenge qui sont partout au monde. Alors, cette lettre-là est tombée dans les mains de le monsieur que je t'avais dit. Et les messieurs là, je ne sais pas s'ils l'ont confondu, ils ont pensé que c'est un des leurs. En tout cas, je ne sais pas comment. Ce dont parle Maman Kalang là-bas, c'est les Rwandais. Il y avait ce document-là qui circulait dans leur communauté, des Tutsis, il y a plusieurs années. Parce qu'elle m'en a parlé il y a quand même longtemps. Pas ce document-là qui était passé à ce moment-là. Maman Kalanga vivait, je pense, au Zimbabwe. Et que ce moment-là, que cette femme-là ou cette personne-là qui croyait que le Congolais avec lequel il était un Rwandais, il avait passé une copie à ce Congolais. Et le Congolais a fait aussi des copies à donner à la communauté congolaise du Zimbabwe. Alors, vous qui êtes au Zimbabwe, probablement, ou si vous êtes passé par Zimbabwe, vous connaissez ces choses-là, ou si vous avez été au début des années 90 au Zimbabwe, certainement vous connaissez. Moi, je ne l'ai jamais vu. Maman t'était dit qu'elle a ça dans ses affaires, mais elle ne peut pas retrouver ça. Le jour qu'elle va me retrouver, je viendrai vous montrer ça. C'était du manuscrit. Donc, elle dit comment tout ceci, tout ce que nous avons vécu avec le Rwanda existait déjà. Et on était en train de coacher les enfants rwandais. Tout jeunes, on leur coachait, on leur disait tout cela. Je passe vite, il y a plein de choses, mais je vais vous faire écouter des affaires de Maman Tété. Je laisse ce document-là dont elle parle et je passe à celui-ci. Papa Bertin, la madame a dit quelque chose de très, très important. Ce qu'il a dit, Daishimiri était FDLR. Je pense que ce que vous venez d'expliquer, c'est exactement ça. À chaque fois que Kagame est passé son temps à dire qu'il est en train de chercher les FDLR au Congo. Là, c'est la récente vidéo. La récente vidéo, donc la toute dernière, c'est dans cela que cette madame qualifie le président Ndayishimiye du Burundi de FDLR. Et si nous le comprenons bien, donc tout ce qui n'est pas Tutsi est FDLR. Donc vous, Congolaises et Congolais, vous les Bantous, vous êtes des FDLR. Donc pour eux, cette affaire ne finira jamais. C'est ce que dit Maman Kalang. FDLR, finalement, c'est chaque Hutu, chaque Moutou, Bantou, c'est un FDLR pour lui, à ses yeux. Donc, c'est justement les FDLR qu'il a toujours cherché, que nous, on s'est toujours posé la question, mais ils sont où? Ils sont où? Eh bien, ils sont où? Nous sommes ces FDLR. Voilà, alors l'actualité, c'est la guerre là-bas. Et ce n'est pas que je m'en fous des Iraniens qui souffrent, mais nous, on a vécu des atrocités pendant plusieurs décennies. Il n'y a pas un pays qui pleurait pour nous. Je n'ai pas beaucoup de pleurs pour ce qui se passe ailleurs, même si je sais que cette guerre va encore toucher l'économie de mon pays.
tout fonctionne avec de l'énergie. Sans produits pétroliers et gaziers, les véhicules utilisés dans l'agriculture ne fonctionnent pas, sur la route ne fonctionnent pas, ou sont réduits à capacité minimale seulement, c'est que l'économie ne va pas rouler, ne va pas tourner à capacité ou à plein régime, ce que notre pays va souffrir encore. Ce sera comme du temps de Covid++. Je ne sais pas comment les gouvernants vont le faire, comment ils vont s'en sortir. J'espère que nous trouverons une solution et surtout que le ministre Patrick Mouyaya va constamment communiquer avec la population pour que la population comprenne. Il faut commencer tout de suite à dire à la population les choses qui vont arriver bientôt pour que la population soit préparée et surtout à comprendre. Nous qui sommes en guerre, nos véhicules de combat, les avions, tout vont fonctionner au carburant que nous n'avons pas ou qui va nous coûter encore les yeux de la tête. Donc ça va être difficile. Et c'est à ce moment-là que nos soldats vont encore s'empirer dans la corruption et la trahison. Donc, j'espère que le ministre Mouyaya, qui est de l'information, au moment, en temps de guerre, le ministre de l'information, ailleurs on va l'appeler ministre de la propagande, c'est ça. Donc, le ministre de la propagande va faire de la propagande. En temps de guerre, on ne fait pas des nouvelles, on fait de la propagande. Moi, je ne fais pas des nouvelles, je fais de la propagande. Eh oui, pour mon pays. Nos ennemis font de la propagande contre mon pays. Et ils font de la propagande pour leur pays. Nous aussi, nous sommes obligés de faire de la propagande pour notre pays et contre nos ennemis. Fachi, Kozanayo. Allô?